Bonsoir à tous, bonsoir chers adhérents. Tout d'abord, un immense merci pour votre présence à cette visioconférence de notre association pour suivre cet événement qui est réservé à vous les adhérents. Nous sommes partis ensemble pour 1 heure et notre intervention va s'articuler autour de 2 sujets. Le premier sera de mieux connaître l'encre et vous en faire bien sûr bénéficier pour tous les avantages que l'encre, l'association Encre peut vous apporter. Et le deuxième sujet sera de vous donner un éclairage d'expert sur ce qu'il faut savoir aujourd'hui pour acheter ou vendre un bien immobilier et vous parler également des investissements immobiliers en résidentiel. Alors je suis Bernard Bardalou, délégué général de l'association et je vais co-animer cette soirée avec notre administrateur qui est Jack Laroche. Et nous avons ce soir le plaisir et l'immense plaisir d'accueillir avec nous Monsieur Alexandre Osorio de Abreu Vasconcelos. Donc j'espère l'avoir bien dit Alexandre, hein, mais c'est vrai que c'est un peu long. Merci de dire ce que tu veux que je raconte, si je raccourcis ou pas. En tout cas, sachez, mesdames et messieurs, que c'est le président d'Alliance Patrimoine et le directeur général délégué d'Alliance Immovalor. Et c'est lui ce soir qui va vous éclairer sur ce thème important du marché de l'immobilier qui représente près de 2/3 du patrimoine des Français. Alors merci à toi Alexandre pour avoir pris de ton temps pour participer avec nous à cet événement de ce soir avec nos adhérents. Alors nous allons maintenant regarder le programme de notre réunion, de notre soirée. Tout d'abord, nous allons vous parler de l'encre au travers de 4 axes. Dans le premier axe, je vous présenterai l'encre, son rôle et ses missions rapidement. Puis Jack Laroche traitera ensuite des 3 axes suivants, la communication avec Alliance, la communication avec vous et bien entendu tous les services et plus associatifs dont vous pouvez bénéficier. Et puis nous laisserons la parole à Monsieur Alexandre Osorio de Abreu Vasconcelos pour qu'il vous parle bien entendu du sujet principal sur l'immobilier. Et puis, nous terminerons par une séquence de questions-réponses. Cette séquence de questions-réponses, je voulais vous l'indiquer, pour pouvoir me la mener la plus efficacement possible, vous disposez dès à présent d'un onglet questions qui se trouve en bas de votre écran. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions pendant nos interventions. Ainsi, nous pourrons répondre avec beaucoup plus, je dirais, d'intensité à vos questions qui auront été posées durant nos interventions. Voilà, nous allons démarrer tout de suite par le premier point, donc le rôle et les missions de l'encre. Qu'est-ce que l'encre? Alors l'encre a été créée en 1983 et 40 ans plus tard, donc c'est 2023, nous fêtons cette année nos 40 ans d'ancienneté. À l'origine, cette association à but non lucratif a été créée pour proposer aux clients AGF un contrat d'épargne pour la retraite. Puis au fil des années, l'association a connu une croissance importante. Il y a eu l'arrivée du PERP, je ne vais pas rentrer dans le détail, des fusions-absorptions avec d'autres associations, l'arrivée des contrats prévoyance avec notamment les assurances prêts, assurances emprunteurs, puis récemment avec la loi Pacte, des contrats épargne et contrats de retraite individuelle ou collective. L'ANCRE, c'est un acronyme qui signifie Association nationale de couverture des risques et de l'épargne. Vous voyez aujourd'hui, au travers du tableau, nous représentons une communauté qui est proche de 600 000 adhérents, donc c'est vraiment une communauté importante, avec 75 contrats qui ont été souscrits depuis l'origine, c'est-à-dire depuis 1983, dont 15 qui aujourd'hui sont en cours de commercialisation. Cela représente au total 22 milliards d'euros d'encours pour la partie épargne et retraite, et 23 milliards d'euros de capitaux qui sont assurés en termes de prévoyance, c'est-à-dire en couverture de capitaux décès. Voyons maintenant de plus près le rôle et les missions de l'association. Alors, tout d'abord, je précise que l'encre travaille en partenariat étroit avec l'assureur Alliance, qui est le leader européen de l'assurance. Alliance, c'est un partenaire de longue date, évidemment, parce que c'est la sécurité d'un grand groupe et puis parce qu'il est aussi reconnu pour sa grande notoriété. C'est la première marque d'assurance dans le monde depuis 4 ans. Il affiche également des résultats très solides. Je ne rentrerai pas dans les détails, ça nous amènerait peu d'éléments supplémentaires. Notre rôle principal, en fait, c'est d'améliorer les contrats qui sont en cours et de créer aussi de nouveaux contrats et les co-construire avec l'assureur pour que vous ayez des nouveaux produits adaptés à vos besoins.
Pour y parvenir, l'ANCRE, forte de ses 600 000 adhérents, échange avec Allianz de façon permanente et efficace. Et mon collègue Jack tout à l'heure vous en dira un peu plus. Cette relation partenariale avec l'assureur permet ainsi à l'association de mener 3 missions qui sont essentielles. La première, c'est d'assurer la représentation et la prise en charge des intérêts collectifs des adhérents, c'est-à-dire de vous-même. De veiller au maintien, deuxième objectif, de la qualité des contrats et puis de leur évolution qui elle-même est indispensable dans le temps. De se positionner en troisième mission comme un tiers de confiance entre l'adhérent, l'assureur et les conseillers qui sont et demeurent bien sûr vos interlocuteurs de proximité. Un point important qui nous permet d'être encore plus efficaces dans notre mission de protection et de défense de vos intérêts collectifs, c'est que nous sommes membres de la FEDER. Alors la FEDER, c'est un acronyme qui veut dire Fédération des associations indépendantes de défense des épargnants pour la retraite. Slide suivant. Là, voilà, merci. La FEDER. Donc pour la FEDER, je voulais vous dire que nous avons donc 1 600 000 épargnants qui sont regroupés au travers de 12 associations, vous voyez, l'ANCRE étant parmi ces 12 associations membres, et ainsi, nous intervenons avec une influence beaucoup plus forte auprès des pouvoirs publics. Ces pouvoirs publics, ça peut être le ministère de l'économie et des finances, ça peut être des députés ou des sénateurs, ça peut être également des autorités de contrôle comme l'AMF ou la CPR, mais aussi nous intervenons auprès des institutions européennes avec un objectif d'améliorer en amont les projets de loi et les amendements qui seraient susceptibles d'arriver et d'impacter éventuellement de mauvaise façon l'épargne ou les assurances donc au niveau local. C'est pour cela que nous intervenons au niveau en amont en Europe. Dans nos missions, nous avons également opté pour un engagement sociétal qui est très actif et dont l'objet est en rapport bien sûr avec celui de l'association. Nous allons faire un zoom rapide sur cet engagement sociétal de l'ANCRE. Tout d'abord, vous voyez, il se traduit par 2 mécénats qui permettent en fait de soutenir des programmes de recherche et de prévention des maladies cardiovasculaires. Alors, nous avons choisi d'appuyer donc ces associations ou ces institutions parce que les maladies cardiovasculaires sont meurtrières et demeurent la première cause de mortalité dans le monde, mais aussi la première cause de handicap acquis. C'est pourquoi, en 2014, nous avons choisi de mécéner la fondation Cœur et Artères, qui est une fondation reconnue d'utilité publique. Puis, en 2020, nous avons également mécéné le Lyric, qui fait partie donc de l'Institut hospitalo-universitaire de Bordeaux, des 7 IHU en France. Il est spécialisé, bien entendu, dans les dysfonctionnements électriques du cœur et peut évidemment travailler en recherche sur tout ce qui peut améliorer, notamment les cas de mort subite ou les arythmies cardiaques. Sans être moi-même médecin, je comprends que leur recherche est très poussée pour être reconnu dans le monde, ça c'est très important de le savoir, et pour avoir, je dirais, eu de nombreuses, je dirais, citations dans des ouvrages de haute qualité médicale. Nous sommes très fiers, sachez-le, d'être mécènes du Lyric, et nous vous remercions également vous-même, adhérents, parce que vous contribuez au travers de l'association ANCRE à mécéner un petit peu le Lyric de votre côté aussi. Enfin, notre engagement sociétal, ce sera le dernier point de mon intervention, c'est a été renforcé avec le fonds de dotation ANCRE Solidarité. Ce fonds de dotation, il a pour but d'apporter un soutien matériel ou financier à toute personne physique ou en situation d'invalidité qui serait en maladie ou bien qui aurait des problèmes de grande détresse, on va dire, avec évidemment des revenus qui seraient faibles, cela va de soi, mais c'est mieux en le disant. Il sera attribué à des personnes donc qui n'auront pas de hauts revenus, et ce fonds peut aider les adhérents, donc ça peut toucher bien sûr des adhérents, ça peut toucher également des proches, des conjoints, des enfants, des amis, ça peut toucher des personnes que vous connaissez qui seraient dans une situation difficile telle que je l'ai un petit peu décrite précédemment. Sachez, pour conclure, que depuis l'ouverture du fonds, l'ouverture du fonds, c'était en octobre 2021, donc grosso modo il y a 2 ans maintenant, eh bien ce sont 35 dossiers
qui ont été acceptés et validés par un comité donc, de sélection qui décide évidemment si on paye ou si on ne paye pas l'attribution d'une dotation. Et nous avons donné lieu à versement de 220 000 euros d'aide, ce qui n'est pas neutre, vous voyez, avec une moyenne donc de à peu près 6 000 euros pour chaque aide perçue et distribuée. Ces aides, rappelons-le, viennent s'ajouter à des aides qui peuvent être aussi attribuées localement, soit par la ville, soit par le département, ou voire la région. Donc, si vous aviez dans votre entourage des personnes qui se retrouveraient dans une situation difficile, et ça peut arriver, n'hésitez pas à faire remonter l'information au niveau de l'association. Nous étudierions, bien entendu, le dossier avec grande attention. Nous allons maintenant passer au point suivant et je vais donc laisser la parole à mon collègue et ami Jack Laroche pour parler de communication avec l'assureur, les adhérents et tous les services associatifs. À toi, Jack. Micro. Merci. Bonsoir. L'ANCRE, ce tiers de confiance qui vous accompagne tout au long de votre vie d'adhérent, a une mission première, c'est celle de souscrire des contrats auprès de son partenaire Allianz. Pour cela, elle travaille étroitement avec les différentes directions d'Allianz pour la co-construction et l'évolution des contrats en ayant toujours comme principal objectif de protéger les intérêts collectifs des adhérents. Elle possède ainsi une force de négociation envers Allianz et pour certaines décisions, le vote des adhérents en assemblée générale est nécessaire. Elle propose en plus des services à forte valeur ajoutée qui seront détaillés un peu plus tard dans la présentation. L'ANCRE agit auprès d'Allianz. Pour des raisons d'efficacité, depuis 1983, elle a choisi de n'avoir qu'un seul partenaire, Allianz. Pourquoi un seul? Parce qu'on se connaît, on se comprend, on se parle. Avec aujourd'hui près de 600 000 adhérents, l'ANCRE a une réelle force de proposition et d'intervention auprès de l'assureur. L'ANCRE souscrit auprès d'Allianz des contrats qui répondent aux besoins des adhérents en épargne, en retraite, en prévoyance et qui sont proposés à la clientèle par les réseaux commerciaux d'Allianz, agents généraux et conseillers Allianz Expertise et Conseil. L'ANCRE, en effet, ne distribue pas elle-même car nous sommes une association à but non lucratif. Nous sommes partenaires, pas collaborateurs d'Allianz. L'ANCRE fait évoluer les contrats pour tenir compte des changements de conditions en matière sociale, fiscale, etc. et aussi en fonction des besoins des adhérents et en fonction des contraintes réglementaires, Dieu sait qu'il y en a eu ces dernières années. Pour cela, l'ANCRE a signé un protocole de coopération avec Allianz. Toute l'année, il y a des relations permanentes avec toutes les entités d'Allianz, que ce soit la technique, la gestion, le marketing, l'investissement, la distribution. Et tout ça représente au moins plus de 45 réunions ou comités par an. Avec chaque fois une méthode de travail qui est l'anticipation, ce qui évite de réagir dans l'urgence si un problème vient à se présenter. L'ANCRE agit auprès des adhérents. L'ANCRE aide les adhérents par la multi-expertise de ses membres qui sont issus de l'assurance et de la société civile, et par la force de cette communauté, près de 600 000 adhérents, nous avons des relations en plus de proximité avec vous à travers des rencontres notamment. L'ANCRE a un positionnement sans ambiguïté. Ce n'est pas un organisme de défense du consommateur individuel. Nous ne voulons pas être dans une attitude défensive et le mieux pour ne pas être attaqué, c'est de faire en sorte que tout soit conforme dès le début, d'où le travail régulier en amont dont je parlais. L'ANCRE a choisi de préparer plutôt que de réparer. L'ANCRE est auprès des adhérents depuis le début. Dès la souscription auprès d'un conseiller, les adhérents reçoivent un courrier d'accueil situant le cadre de l'association et les incitant à se rendre sur le site pour avoir plus d'infos sur les avantages, le rappel des droits, notamment le droit de vote lors de l'Assemblée générale, sur la vie de l'association ou les éléments essentiels des contrats. L'ANCRE communique et vous informe tout au long de votre vie d'adhérent, par divers canaux et outils, avec un numéro vert, un site internet
et avec notamment des articles pour mieux comprendre l'économie et la finance, des vidéos d'intervenants, des réseaux sociaux, Twitter et LinkedIn, des newsletters, des visioconférences comme ce soir, et un périodique Ancre les infos 3 fois par an avec des informations utiles à votre vie d'adhérent. Ou encore par voie postale avec une équipe au siège. L'Ancre communique aussi par une relation de proximité directe. Nous y tenons beaucoup. Il y a l'Assemblée générale annuelle, bien entendu, mais il y a aussi les rencontres régionales qui se font 6 ou 7 fois par an pour faire connaître les caractéristiques de l'association, ce qu'elle est, ce qu'elle fait, et en bénéficiant chaque fois de l'intervention de 2 participants spécialisés, un dans le domaine de l'assurance et un autre sur un sujet d'intérêt général. Voilà pourquoi l'Ancre et Alliance sont partenaires pour faire gagner les adhérents. L'Ancre souhaite aller plus loin pour favoriser ses adhérents avec des plus associatifs et des services. Vous en trouverez tous les détails dans notre périodique et sur le site internet. D'abord, les partenaires d'agrément. Aujourd'hui, nous en avons pratiquement 18 avec le dernier qui vient de nous rejoindre. Un à consommer avec modération, les vignobles de la Rose. Un autre qui vient de s'ajouter pour la gourmandise, ce sont les bons chocolats, les bons chocolatiers. Il y en a pour la détente et les loisirs, les villages Vacances Alliance, Pierre et Vacances, Center Park, Club Med, Talazur, Promo Séjour, Adagio, Maeva, vous avez de quoi choisir. 5 autres pour des voyages, avec sur la route avec Europcar, sur l'eau avec les bateaux parisiens ou Croisière Europe ou les croisières Costa en mer, et aussi avec l'avion avec Jet Tour. Et 3 pour faire des cadeaux, Wonderbox, Culture in the City et Ticketbox pour acheter notamment des tickets en cas de manifestations sportives ou artistiques. Il y a aussi des services qui sont réservés aux adhérents personnes physiques. Ces services sont aujourd'hui au nombre de 5 et ils sont offerts aux adhérents. Le premier, c'est les simulateurs orientés retraite. C'est très important de consulter ce site pour pouvoir estimer le montant de sa retraite au moment de l'âge légal de la retraite. Et pour les temps qui courent, c'est très important de se mettre à jour. L'Ancre a également un contrat avec un accord avec Testamento. Testamento, c'est dont l'objectif est de guider les adhérents dans leur approche successorale en l'absence de testament. C'est un outil de prévision pour ce qui va arriver et Testamento vous aide à rédiger des testaments qui tiennent la route pour éviter que vos héritiers s'étripent si vous n'avez pas laissé des conditions clairement compréhensibles. Il y a aussi un accord avec le réseau Santé Claire. Santé Claire, c'est pour avoir un accès aux services Santé Claire qui vous permettent de bénéficier de tarifs négociés en optique, en dentaire et en audioprothèse. Santé Claire propose également un deuxième avis médical. Si vous avez une intervention ou un traitement lourd et que vous ayez des doutes, vous pouvez envoyer votre dossier à Santé Claire qui vous propose une équipe qui donne aussi son avis pour mieux vous éclairer. Et actuellement, ils font même des recherches pour avoir une préparation à l'hospitalisation au plus près de chez vous et voire même des recherches d'infirmières. Il y a aussi mieux comprendre l'économie et la finance parce que ce n'est pas avoir honte que de dire qu'en France, on n'est pas trop doué dans ce domaine-là. Donc très régulièrement, on fait des articles à vocation pédagogique sur ces domaines. Et puis, il y a aussi les informations juridiques par téléphone. Ces informations, pour tous les problèmes, les questions que vous pouvez avoir, vous avez un numéro dédié qui vous permet d'appeler une plateforme et là, au téléphone, vous avez quelqu'un qui vous donne son avis, son opinion, qui vous indique une démarche à faire. Si le problème est plus important, on passe dans ce qu'on appelle la protection juridique. Et là, ça peut aller jusqu'à une consultation écrite, voire même l'assistance et la fourniture, entre guillemets, d'un avocat si vous aviez besoin d'ester en justice jusqu'à un certain niveau. Donc, c'est extrêmement important. Tout ça vous est offert parce que vous êtes adhérent à l'Ancre.
Mais Bernard l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui on doit parler de la vente et de l'acquisition des biens immobiliers. Et comme on a avec nous un spécialiste qui est Alexandre Osorio de Abreu Vasconcelos, nous allons lui laisser la parole. Alors Alexandre, si tu veux bien, nous t'écoutons avec beaucoup d'attention. Merci. Mesdames et messieurs, chers adhérents, bonsoir. C'est un vrai plaisir pour moi d'être parmi vous et je tenais à remercier chaleureusement Bernard, Jacques et Christophe pour cette sympathique invitation. Je vais, en quelques minutes, essayer de vous plonger dans le milieu de l'immobilier, dans l'environnement de l'immobilier, en tout cas, tenter de vous donner quelques clés de lecture et de décryptage pour comprendre, en tout cas mieux comprendre, ce qui se passe au niveau du marché immobilier. Alors, quand je vais parler d'immobilier, ça sera uniquement de l'immobilier résidentiel. Comme vous le savez, il y a plusieurs marchés de l'immobilier. Il y a les bureaux, il y a le commerce, la logistique, le résidentiel. Et encore dans le résidentiel, vous avez de l'ancien et du neuf. Ce que j'aimerais que vous puissiez retenir, et vous le voyez dans le slide suivant, ce sont deux règles majeures, deux principes fondamentaux en immobilier. S'il y a bien une seule chose à retenir, ça va être ça. Un conférencier américain, son nom n'est pas utile à retenir, mais par contre, sa citation est percutante. N'attendez pas pour acheter de l'immobilier, achetez et attendez. Et on va le voir dans quelques instants, toute la capacité du véhicule immobilier à être résilient, à traverser le temps, à traverser la réglementation et être un potentiel de valorisation sur la durée. Et puis, 3 règles d'or, c'est un incontournable, c'est l'emplacement et encore l'emplacement. Quand je dis 3 fois l'emplacement, vous avez compris qu'il faut regarder pour tout investisseur qui souhaite se positionner sur un actif immobilier, regarder l'infrastructure, le tissu économique local, les commodités, les transports à proximité, les services, les écoles, la tension locative locale et puis le potentiel de valorisation et de développement de la ville. Si vous le voulez bien, quelques instants pour vous plonger dans le panorama financier patrimonial des Français. Grosso modo, les grandes masses n'ont pas évolué depuis les dernières années, si ce n'est au niveau du livret A, qui est un véhicule de précaution, avec toute l'épargne accumulée pendant le Covid, et le livret A est monté en puissance. Mais quand vous regardez l'ensemble des véhicules du livret A, qui frôle les 400 milliards, l'assurance vie, 2000 milliards, dans lequel vous allez retrouver les fonds euros, les unités de compte. Lorsque vous regardez les SCPI, la pierre papier, 90 milliards, et les autres actifs, comme les actions, PEA, compte titres ou l'épargne retraite, respectivement 2000 milliards et 300 milliards, il y a un incontournable, un actif qui reste prépondérant dans le choix des Français, dans le choix des investisseurs, c'est bien l'immobilier, que ce soit au travers des résidences principales, des résidences secondaires ou même des investissements en immobilier locatif. Nous frôlons les 10 000 milliards d'euros. C'est le poids le plus important dans tout patrimoine, c'est le poids le plus important en globalité au niveau du patrimoine des Français. Et on va le voir pourquoi. Pourquoi l'investissement locatif est un incontournable pour tout investisseur sérieux pour se bâtir un patrimoine équilibré. Et c'est véritablement une solution patrimoniale qui fait sens. Dans le slide qui va s'afficher devant vous, 4 facteurs clés à retenir. L'immobilier, dans la carte mentale des Français, a toujours et aura toujours une valeur refuge, un gardien de valeur. C'est, et on l'a vu précédemment, la solution qui reste la solution préférée des Français. Et malgré toutes les tempêtes que nous avons pu traverser, les tempêtes financières, économiques, sanitaires, malheureusement géopolitiques et l'actualité nous rappelle à ce douloureux souvenir, depuis de nombreuses décennies, l'immobilier permet de répondre à une diversification du patrimoine, à percevoir des revenus, notamment dans une logique de préparation de la retraite, et puis surtout de se constituer un patrimoine dans une éventuelle transmission pour ses enfants ou petits-enfants.
Et ce qu'il y a de merveilleux, chers adhérents, dans le pays dans lequel nous vivons, en France, et on peut remercier la créativité de Bercy, c'est que l'État met à disposition et propose auprès des investisseurs des avantages fiscaux, des dispositifs fiscaux. On en parlera tout à l'heure rapidement, mais vous allez retrouver la nue propriété, le Malraux, le monument historique, le LMNP, la location meublée non professionnelle. Bref, autant de véhicules, vecteurs, dispositifs qui permettent, pour un investisseur qui souhaite rentrer dans le marché de l'immobilier, soulager également la pression fiscale. Et puis, on le verra aussi tout à l'heure, lorsque vous êtes un investisseur dans un immobilier locatif, de par l'indexation que vous allez pouvoir appliquer au niveau des loyers, c'est un formidable rempart contre l'inflation. En ces périodes d'inflation marquée, soutenue, c'est un levier de protection du capital, ou en tout cas d'éviter une érosion du capital. Et puis enfin, l'immobilier locatif, c'est l'un des rares actifs dans lequel vous pouvez jouer sur l'effet de levier, d'avoir recours au crédit. Et ça, c'est absolument puissant. Puissant également dans la déduction fiscale de ces charges d'intérêt que vous pouvez venir déduire au niveau d'investissement au travers de ces dispositifs. Et puis surtout, c'est un environnement, le marché de l'immobilier résidentiel, qui est décorrélé des marchés financiers, en tout cas de la volatilité des marchés financiers. J'aime bien à dire que lorsque la bourse augmente, elle prend l'escalier. Mais lorsque ça dévisse, c'est l'ascenseur que la bourse prend. Lorsque vous êtes sur l'immobilier, effectivement, et vous le voyez, on peut rencontrer des corrections de marché, mais à l'heure où on se parle, aujourd'hui, lorsque vous ouvrez le moindre journal, vous voyez, ça peut être assez anxiogène. L'immobilier baisse, il y a des corrections de marché, c'est le bon moment d'investir, mais on ne peut pas parler de krach de l'immobilier. Et dans quelques instants, je vais vous expliquer les moteurs qui soutiennent le marché de l'immobilier résidentiel. Et puis surtout, pour les amoureux de la pierre, comme moi, et je suis sûr que parmi vous, nombreux, vous êtes également à être sensibles à la valeur de la pierre, eh bien, c'est l'achat plaisir au travers de l'acquisition d'un patrimoine, au travers de l'acquisition de la belle pierre, notamment lorsqu'on est sur des dispositifs Malraux aux monuments historiques. Et puis, également, dans une logique de transmission, un actif de qualité peut rester au niveau de la cellule familiale et peut rester au niveau du patrimoine familial et traverser les générations. Il y a quelques instants, je vous disais, mais le marché immobilier, il y a différents moteurs qui viennent le soutenir, qui, quelque part, nous conduisent à ce qu'il y ait une demande qui soit toujours supérieure à l'offre. Dans le slide qui va s'afficher, vous allez voir 6 symptômes parlants, structurants, qui sont présents au niveau du marché. C'est un marché qui est porteur pour 6 raisons principales. Le vieillissement de la population. Et là, vous le voyez, en France, l'évolution, en tout cas l'augmentation de tout ce qui est résidence-service senior. Et c'est d'ailleurs des programmes que nous proposons à nos clients patrimoniaux. La croissance démographique également. L'augmentation du nombre de ménages au travers de ce symptôme. Et malheureusement, ça fait partie des cycles de la vie, des divorces qui augmentent. Et qui dit divorce, dit une famille pour laquelle il faut trouver 2 appartements, pour le maman et le papa, et pour loger également les enfants. Donc une demande également très soutenue de besoins en immobilier pour se loger. Des changements de mode de vie, merci au Covid, de plus en plus de télétravail, de plus en plus de travailleurs qui souhaitent, à titre d'exemple, être sur Paris les 4 premiers jours de la semaine et puis avoir un lieu de repli, un lieu à proximité d'un endroit plutôt sympathique et donc un deuxième besoin de logement pour le jeudi, le vendredi et le week-end. Et puis nous avons un phénomène, on va y revenir aussi dans les slides qui suivent, de hausse des taux, c'est-à-dire que les candidats primo-accédants qui souhaitaient acquérir un logement, mais de par l'effet de la hausse des taux et l'assèchement de leur pouvoir d'achat, se replient et restent locataires, et ce qui vient encore soutenir la demande locative. Et puis une contraction de l'offre locative, pareil, nous allons en parler dans quelques instants, mais avec la nouvelle réglementation énergétique, vous avez certainement entendu parler des DPE et des lettrages DPE au niveau des performances énergétiques. Eh bien, certains actifs, dans les années qui viennent,
avec un DPE dégradé ne pourront plus faire l'objet d'une location. Et donc, ces logements vont être retirés, et certains le sont déjà, du parc locatif. À droite, vous retrouvez la carte de France avec une évolution, une photo de la tension locative dans le sud excessivement marquée, Île-de-France, Paris et dans le nord également très très soutenue. Tension locative très forte. Et donc, ce qui nous amène à conclure au sous-jacent suivant, la demande de logement, mécaniquement, structurellement, et de par la configuration de ces différents phénomènes en France, reste supérieure à l'offre, ce qui fait que pour un investisseur, aller sur ce type de bien, investir sur ce type de bien, fait pleinement sens. Récemment, la Fédération de la promotion immobilière rappelait que dans les 10 prochaines années, et chaque année, c'est environ 450 000 logements neufs nécessaires, nouveaux, pour répondre à cette demande locative. Les professionnels ne parlent pas de crise de l'immobilier, parlent de crise du logement. Et dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, ce sera une préoccupation majeure du gouvernement, et pour nous, la crise du logement va être un événement et va être un élément qui pourra malheureusement créer des crises sociales, ou en tout cas une crise assez marquée au niveau de nos concitoyens. Je vous parlais tout à l'heure de résilience de l'immobilier. Vous avez une rétrospective depuis les années 60. Encore une fois, malgré les différentes crises de l'immobilier des années 90, juste avant le choc pétrolier, la crise des subprimes en 2007-2008, la crise de la dette souveraine européenne des années 2010-2011, la crise sanitaire, géopolitique, guerre, et puis l'inflation récente, mais qui a démarré depuis l'année dernière, avec la guerre en Ukraine. Mais malgré ces étapes, malgré le temps, malgré ces chocs, l'immobilier, la valorisation de l'immobilier, comme vous le voyez sur le graphique, n'a fait qu'augmenter, n'a fait que croître. Encore une fois, l'immobilier, et c'est une conviction au sein d'Alliance Patrimoine Immobilier, dans toute stratégie patrimoniale, l'immobilier résidentiel doit faire partie de votre palette, de votre patrimoine, ou en tout cas doit être une brique, sans jeu de mots avec l'immobilier, de votre patrimoine financier, dans une logique de diversification, dans une logique de valorisation, dans une logique de transmission, et dans une logique aussi de recherche de revenus complémentaires. Il m'a semblé important de vous donner également, de façon très rapide, ce qu'il s'est passé sur le marché du crédit, sur tout le marché bancaire de l'endettement, ou en tout cas de ce que vous pouvez voir et lire dans la presse depuis 2 ans. De façon très, très, très simpliste, en début d'année 2022, malheureusement, événement majeur, la guerre de l'Ukraine est enclenchée, répercussions sur le coût de l'énergie, sur le coût des matières premières, et nous voyons l'inflation qui décolle, qui s'accélère, et par rapport à ce que souhaite comme ambition, en tout cas comme cible, comme trajectoire la BCE, le fameux 2%, nous arrivons à des taux d'inflation de 4%, 5%, 8%, voire 10%. Et là, tout de suite, le réflexe de la BCE, pour ralentir cette hausse de l'inflation et ralentir l'économie, va déclencher une hausse des taux d'intérêt, une hausse des taux de financement entre banques. Mais mécaniquement parlant, les banques vont répercuter cette hausse, en tout cas vont essayer de le faire, sur les taux de crédit, sur les taux des montants qu'elles vont prêter auprès des ménages. Il y a un effet structurant en France, c'est le taux d'usure. Elles ne peuvent pas prêter au-dessus de ce plafond de verre, au-dessus du taux d'usure. Le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel la banque peut prêter. Et malheureusement, ce taux d'usure n'a pas évolué à la même vitesse que l'augmentation de ces taux de financement imposés par la BCE. Donc, et c'est un soulagement en début d'année. Ce taux qui était calculé trimestriellement, le calcul est passé mensuellement. Donc ça donne un petit peu d'oxygène, mais ce n'a pas été suffisant. Et donc ce qui s'est passé, c'est que les montants des crédits, les volumes de crédits octroyés auprès des ménages, a été quasiment divisé par 2.
Pourquoi? Parce que les banques, ne pouvant répercuter cette hausse de taux auprès des ménages et voulant préserver leur marge, ont resserré leurs conditions d'octroi de crédit, ont resserré les conditions d'attribution de crédit, ce qui est venu assécher et réduire le pouvoir d'achat immobilier des ménages. En parallèle, nous avons le Haut Conseil de stabilité financière qui a imposé 2 règles. Vous ne pouvez pas prêter, vous les banques, à des ménages à hauteur de plus de 35%. Donc les banques ne regardent plus le reste à vivre, regardent le taux d'endettement, maximum 35%, et vous ne pouvez pas prêter au-delà de 25 ans. Donc double peine, le taux d'usure et les conditions d'octroi de crédit qui ont été resserrées, et non pas la recommandation, mais la directive du Haut Conseil de stabilité financière, vous ne pouvez pas prêter au-delà de 35% auprès des ménages. Modulo quelques dérogations, mais clairement, c'est venu assécher le marché du crédit. Répercussions, et vous le voyez dans le slide suivant. Donc, d'un monde que nous avons connu sur les 10 dernières années, et entre nous, c'était un monde qui était anormal, entre guillemets. Rappelez-vous, on était sur des taux d'intérêt très faibles, du 1%, du 0,5%, voire même à certains moments sur des taux en territoire négatif. Eh bien, toute cette baisse depuis 10 ans des taux d'intérêt a été rattrapée en moins d'1 an, et c'est cette amplitude très forte sur une courte durée qui est venue choquer le marché, le taux de crédit et le marché et l'endettement. Et aujourd'hui, effectivement, quand on regarde il y a 1 an, il y a 2 ans, on pouvait emprunter à 2%, voire à 1,5%. Aujourd'hui, nous empruntons, les ménages qui souhaitent se porter acquéreurs d'un actif immobilier empruntent au-delà de 4%. Mais quelque part, on revient juste sur des territoires de normalité. Regardons il y a quelques années, avant cette période, encore une fois anormale, de taux très bas, de taux en territoire négatif, nous étions sur des taux à 4,5%, à 5%, voire plus. On revient progressivement sur un territoire de normalité. Le choc, en fait, c'est que ça s'est produit très vite, avec une amplitude forte, mais sur un temps réduit. Donc, il faut se réaccoutumer, se réhabituer à ces taux autour de 4%, 4% plus, voire peut-être 5% en fin d'année, mais on revient, encore une fois, sur des taux normaux, et on va arriver progressivement à un plateau, et peut-être, alors personne n'a la boule de cristal, et moi encore moins, mais peut-être l'année prochaine, à une légère baisse, mais qui sera très faible, encore une fois, sur un corridor de normalité en termes de taux de crédit. Et c'est peut-être ça qui a marqué le plus, en tout cas qui a perturbé le plus l'ensemble des ménages, l'ensemble des investisseurs. De façon mécanique, cette hausse très rapide des taux, ça va se répercuter sur la valorisation des prix, sur le marché immobilier, et on va le voir dans quelques instants. Mais surtout, ce qui est venu percuter, ou en tout cas corriger le marché de l'immobilier. Vous voyez dans quelques villes, et on va le voir, je vous ai préparé une petite carte de France avec les baisses enregistrées depuis 1 an. Il y a 2 phénomènes, c'est cette hausse des taux d'intérêt, mais également, c'est la loi climat et résilience. Et là, je vous invite vraiment à l'avoir et en tout cas à le garder en tête, à la fois si vous êtes propriétaire d'un actif, et puis surtout si vous voulez vous porter acquéreur d'un actif immobilier. Pourquoi je vous dis ça? C'est que nous sommes, et nous allons être rattrapés, alors c'est connu sur la place, par cette nouvelle réglementation énergétique, la loi climat et résilience, qui fait que les DPE avec une lettre G seront interdits à la location à partir du 1er janvier 2025. Un DPE F à partir du 1er janvier 2028 et un DPE E à partir du 1er janvier 2034. Les lettres G, F, E, c'est le graphique que vous voyez tout en haut à gauche, c'est un peu moins de 50% de l'ensemble des actifs immobiliers résidentiels détenus par les ménages, ce qui est colossal. Et notamment pour le lettrage G et F, depuis août 2022,
vous avez, si vous êtes propriétaire de ce typologie d'actifs, vous avez interdiction de rehausser le loyer. Et donc des propriétaires ou des propriétaires détenteurs de ce type d'actifs, bien avisés, bien éclairés, ont voulu rapidement, et continuent de le faire, se délester de leurs actifs parce qu'ils ne souhaitaient pas rentrer dans une logique d'investissement en termes de travaux et de rénovation. C'est ce que vous voyez à droite. À droite, vous avez les montants moyens d'un coût de rénovation. Alors tout en haut pour passer d'un DPEG à D, tout en bas de F à D, mais vous voyez que ce sont des sommes assez conséquentes pour gagner en lettrage et avec un risque de perte en mètres carrés également. C'est la deuxième colonne que vous voyez. Mais avec une somme assez importante, je prends un T2, la deuxième ligne, un T2, 40 mètres carrés, c'est à peu près 30 000 €, voire plus, qu'il faut mettre sur la table dans votre actif pour répondre, pour gagner quelques lettres, pour continuer à ce que votre actif ne perde pas en valeur, en tout cas pour continuer à pouvoir le mettre en location. Et donc, encore une fois, des propriétaires n'ont pas souhaité rentrer dans cette logique et sont venus mettre sur le marché, à la vente, leur actif, ce qui est venu des actifs donc qui se sont avec une valeur plus dépréciée, et donc c'est venu tirer vers le bas le marché, et donc avec des corrections. Donc deux phénomènes, à la fois les taux d'intérêt et cette loi climat-résilience qui est très bien pour la planète, mais dans une logique de propriétaires et d'investisseurs qui doit être un warning de vigilance maximale lorsque vous souhaitez acquérir un bien, de regarder en cible quel DPE le bien que vous souhaitez acquérir va avoir. Ou en tout cas, quels montant de travaux serait nécessaire pour que, à minima, vous puissiez viser un DPED pour pouvoir continuer à le mettre en location dans les années qui viennent. Ça, je vous invite et je vous appelle à une vigilance extrême. Systématiquement, le DPE doit être regardé et analysé. Le DPE, pardon, le diagnostic performance énergétique. Sur le slide suivant, on va faire un zoom très rapide sur le marché de l'immobilier ancien et puis ensuite on abordera l'immobilier neuf. Sur le marché de l'immobilier ancien, vous avez alors les montants pris au mètre carré, ce sont les montants au 1er octobre. Photos de meilleurs agents, prix moyen, constaté, appartements et maisons dans les villes principales. Merci Christophe. Et sur l'ensemble de la métropole, sur le territoire, sur le marché de l'immobilier ancien, ce qui est important de retenir, parce que vous ouvrez le moindre journal, vous avez l'impression que tout dévisse, que tout baisse, et je tenais à vous sensibiliser sur le phénomène suivant. 2/3 des villes, effectivement, et des grandes villes baissent, mais quand elles baissent, alors vous avez des corrections marquées. Paris, c'est près de 5%, qui passe en dessous du seuil psychologique de 10 000 €. Vous avez Lyon, Bordeaux, avec respectivement moins 8%. Mais ce sont des villes qui ont un correctif parce que ce sont celles également sur les 5 dernières années qui ont connu une explosion ou une hausse très très rapide et marquée de leurs prix. Et avec des prix qui ont évolué et qui n'ont pas suivi l'évolution des revenus des ménages locaux. D'où ce correctif. Mais vous avez certaines villes, je pense au sud de la France, je pense au nord de la France, vous le voyez, c'est en noir, qui ont et qui continuent d'avoir une évolution positive des prix. Marseille, Toulon, Nice, Perpignan, Amiens, Lille, qui continuent à bien résister parce qu'il y a de la demande, parce que ce sont des marchés où la demande est forte. Parfois également, ce sont des marchés où les ménages, ou en tout cas les investisseurs, ne font pas forcément et systématiquement appel au crédit, et donc parfois peuvent payer cash, ce qui vient soutenir le marché. À gauche, alors lorsqu'on parle de correction des prix, vous avez l'évolution de Paris, des grandes villes en France, des zones rurales, et puis en France de façon moyenne, depuis 10 ans, depuis 5 ans, et depuis le début de l'année, regardons juste depuis le début de l'année, Paris, moins 4,5, les grandes villes
on est autour d'une baisse de moins 1%, moins 1,5%. Les zones rurales, on est en hausse de près de plus 3%. Et puis en France, en moyenne, de moins 0,6%. Donc, on ne peut pas parler de krach, on peut parler de correction, mais de saine correction. Le slide suivant, on plonge dans le marché de l'immobilier neuf, et là, on change complètement de repère, on change complètement de paradigme. Quand nous sommes dans l'immobilier neuf, vous êtes nous sommes en présence de promoteurs qui sont sur des opérations où vous allez avoir un foncier qui va coûter cher. Pourquoi ? Parce que le foncier, de plus en plus, il est rare, et donc ce qui est rare est cher. Ce sont aussi des promoteurs qui vont opérer avec des coûts de construction qui sont en forte hausse. Rappelons-nous, guerre en Ukraine, tout ce qui est coût de l'énergie, coût de les matières premières, fer, zinc, etc., mais tout ceci est venu se répercuter dans l'équation économique des promoteurs et des opérateurs en immobilier dans le neuf. Et donc, pour respecter leur équation économique, les prix, ils ont été obligés et ils sont obligés de maintenir des prix qui viennent refléter le prix du foncier, le prix du coût de la construction, et puis surtout, et ça c'est dans leur obligation, également ils ont la réglementation énergétique 2020, d'être en adéquation avec les normes énergétiques et donc avec un DPE, un lettrage qui doit être intéressant, qui doit être dans la ligne directrice des 10 prochaines années de viser un DPE A, B ou C. Et clairement, ça a un coût. Et vous le voyez, de la même façon, nous sommes, alors, à mi-2023, ce sont des chiffres au mois de mai, ça a légèrement évolué, légèrement, ça reste stable, mais ce sont des hausses dans toutes les villes, des prix au mètre carré dans le neuf qui sont en hausse et qui ont à vocation à rester élevés de par les symptômes, de par les contraintes dont je vous ai parlé précédemment. Alors, ce que l'on voit sur le marché, vous pouvez le voir dans des publicités, vous pouvez le voir avec alors moi je le vois avec mon équipe auprès de partenaires promoteurs, mais ce sont souvent des gestes commerciaux pour accompagner, des frais de notaire offerts, la cuisine qui est offerte, ou quelques douceurs commerciales en fonction du nombre de chambres achetées, mais ça reste des accompagnements ponctuels, mais encore une fois, le sous-jacent, le prix de l'immobilier mètre carré neuf va rester et reste élevé. Une projection de la volumétrie en termes de transactions, en termes de logements anciens. Clairement, les professionnels s'accordent à dire que nous allons arriver en fin d'année autour d'un volume de 900 000, 950 000 transactions. Alors, quand vous lisez la presse, baisse de la volumétrie des transactions, warning maximal, mais il faut juste se rappeler que l'on revient sur ces dernières années d'une volumétrie qui était assez exceptionnelle, historique. 2021-2022, nous étions sur le million de transactions et que dans les années précédentes, en normal trading, en scénario de rythme de croisière, on était autour de 800 000, 850 000. Donc encore une fois, que ce soit sur les taux d'intérêt, on revient sur un territoire de normalité, que ce soit pareil sur un volume de transactions, on revient sur un territoire de normalité, mais qui reste soutenu, 900 000 transactions projetées d'ici la fin de l'année. Et plutôt bonne nouvelle, si vous êtes acquéreur, en tout cas si vous êtes dans un projet d'acquisition, un rééquilibrage du marché, un marché qui devient plus raisonnable et plus raisonné, et qui devient favorable aux investisseurs, plus favorable aux acquéreurs. Et donc avec des opportunités qui peuvent être intéressantes à envisager, toujours en fonction de vos objectifs patrimoniaux. Alors comme l'a dit Bernard, j'ai le privilège de diriger une filiale au sein de la maison Alliance, qui est Alliance Patrimoine Immobilier. En quelques mots, et dans le temps qui m'est imparti, Alliance Patrimoine Immobilier, c'est la filiale qui propose des solutions en investissement locatif, en investissement immobilier pour la clientèle patrimoniale du groupe Alliance. Alors, nous avons deux activités principales. La première activité, c'est déjà de
sélectionner les partenaires, les promoteurs avec lesquels nous travaillons, puisque à la fois nous engageons la signature alliance, et puis les partenaires vont eux-mêmes engager leur signature lorsque un programme immobilier d'investissement en immobilier locatif sera proposé à nos clients patrimoniaux. Donc vous retrouvez des très très belles signatures en immobilier et on est très vigilant à ce que ces partenaires aient comme alliance les reins suffisamment solides en cas de coup dur, en cas de difficulté et en cas de choc au niveau du marché immobilier. Donc vous voyez des big players, des acteurs de renom. Et parmi ces acteurs, nous allons, avec ces acteurs, et parmi l'ensemble de leurs programmes, nous allons sélectionner leurs programmes. Évidemment, nous ne référençons pas l'intégralité de leur programme. Nous avons un filtre, une grille que vous voyez à l'écran. Nous allons regarder un peu ce que je vous disais en introduction, la règle d'or, l'emplacement. Eh bien, la localisation, la valeur locative du marché dans lequel le programme se situe, les transports, le commerce, y a-t-il une pharmacie, un hôpital à proximité? Est-ce qu'il y a un campus étudiant à proximité? Est-ce qu'il y a... est-ce que le permis de construire, surtout, a été purgé pour éviter des délais de livraison qui n'en finiraient pas? La qualité du promoteur, sa santé financière. On va regarder également et on va essayer de visualiser s'il y a des nuisances potentielles, sonores, l'état des risques et pollutions. Bref, comme si c'était nous qui investissions pour notre compte, pour que finalement ces programmes, en tout cas l'investissement, soit une expérience de qualité, sereine, de tranquillité pour tout investisseur et client patrimonial de la Maison Alliance qui souhaiterait aller sur ce type d'investissement. Et puis une deuxième activité, j'ai le plaisir d'avoir aussi une équipe donc, de sélection et surtout une équipe commerciale. Ce sont une quinzaine d'ingénieurs d'affaires immobiliers qui présenteront ces programmes immobiliers au regard des objectifs patrimoniaux. Quand je vous parlais également des dispositifs, eh bien, au regard des objectifs patrimoniaux que vous pouvez avoir, alors ils peuvent être nombreux, c'est à la fois une préparation pour sa retraite, un souhait de soulager sa pression fiscale, un souhait de percevoir des revenus ou un souhait de transmission également de votre patrimoine, mais au travers des différents dispositifs, le Malraux et le Pinel, point de vigilance, le dispositif va s'arrêter au 31 décembre 2024, donc on a encore quelques mois pour pouvoir en bénéficier. Le Malraux et le Pinel viennent en déduction du montant de l'impôt. La location meublée, le déficit foncier ou le monument historique sont trois autres dispositifs qui, eux, vont venir impacter l'assiette fiscale, impacter le revenu imposable. Et puis l'achat en nue propriété. La nue propriété, très rapidement, en fait, vous avez le démembrement entre la nue propriété et l'usufruit. Et pour un investisseur qui souhaite rentrer sur le marché de l'immobilier avec des décotes de 20%, 30%, voire plus, et qui ne va pas être à la recherche de revenus complémentaires et de souhaiter de récupérer le bien dans 10 ans, dans 15 ans, pour y habiter ou pour le transmettre, c'est un formidable véhicule, nue propriété, pour la transmission, et en tout cas, il sort et il n'est pas dans le champ de l'impôt de l'IFI. Également intéressant à l'avoir en tête. Juste en termes de conclusion, c'est juste ouvrir une porte de réflexion pour vous, chers adhérents, à la fois si vous êtes propriétaire d'un actif immobilier, et surtout si vous êtes dans une perspective d'acquisition, mais en tout cas si vous êtes déjà propriétaire d'un actif immobilier, dans votre surface patrimoniale, au regard de ce que je vous ai dit, au regard du DPE, au regard de la réglementation énergétique à venir, au regard également de la situation de votre actif, est-ce qu'il est bien dans un lieu où il y a une tension locative? Est-ce qu'il est bien dans un lieu où il y a une infrastructure, des transports, en tout cas qui répondent bien à un besoin pour les locataires, en tout cas à un besoin et en tout cas à une capacité de valorisation sur le long terme? Est-ce qu'il n'est pas opportun ou n'est-ce pas le moment de pouvoir réfléchir à réarbitrer, à réallouer son patrimoine, sécuriser ses plus-values
pour réinvestir dans une solution patrimoine en immobilier plus rentable, plus sécurisante sur le long terme, et puis surtout en ligne avec une trajectoire imposée par la réglementation énergétique qui, à un moment ou un autre, va nous rattraper. Et peut-être malin déjà de se positionner, déjà de se mettre en cible par rapport à ces différentes échéances. Merci Alexandre. Merci vraiment Alexandre, parce que bon, c'est vrai que tu as une maîtrise absolue du sujet, c'est très important, merci beaucoup. L'éclairage était, je pense, très complet et je dirais large. Je pense que moi j'ai appris pas mal de choses à travers cet échange, donc je pense que c'est intéressant pour nous tous. Merci à mon collègue également Jack pour toute sa présentation qui concernait les avantages que l'association peut vous apporter. Je vous propose, dans le temps qui nous est imparti, bon, il nous reste 4 minutes officiellement, mais on peut quand même se donner 9 à 10 minutes, on va dire. Si on pouvait rester 5 minutes de plus avec nous, ça serait bien pour pouvoir répondre à vos questions. Je pense qu'il y en a, j'en ai vu quelques-unes en tout cas. Donc je vais laisser maintenant notre collègue Christophe, qui est notre responsable de digital et qui est notre modérateur de ce soir, pour venir nous poser les questions que vous avez sûrement posées tout au long de ces interventions. À toi Christophe, merci. Merci Bernard, merci de votre présence, merci pour l'ensemble de vos questions. Je vais commencer par la première question qui a été posée par Bruno, je vais vous demander, Bernard ou Jack, une réponse assez brève, puisqu'on a quelques questions aussi à poser à Alexandre, qui va pouvoir prendre un petit verre d'eau pour... Donc on va lui laisser une pause, c'est pour ça que je commence par cette question également. Très bien. Donc Bruno nous demande comment est financée l'encre. Oh, ben tu réponds, je réponds. Bon, c'est extrêmement simple. Nous sommes une association à but non lucratif. L'association se finance exclusivement, et c'est la loi qui est comme ça, par les cotisations à l'association. Nous n'avons aucune ressource extérieure. Ce sont chaque fois que quelqu'un achète un contrat, sur ce contrat, si c'est un label encre, il y a une cotisation à l'encre, et ces cotisations, pour tout vous dire, elles sont de l'ordre d'une dizaine d'euros par an. Si c'est du type retraite AGF, c'était de 12 euros. Les contrats prévoyants, c'est-à-dire les contrats qui assurent le décès, l'invalidité, c'est aux alentours de 6 euros. Et pour cette somme-là, vous avez tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure de travail auprès de protéger vos intérêts collectifs auprès de l'assureur, plus les partenaires, plus les services, etc. Donc, c'est extrêmement simple. La cotisation à l'association et seulement cela. Merci Jack. Christine nous pose la question suivante. J'ai 64 ans et est-il préférable d'acheter comptant ou de prendre un crédit à son âge? C'est pour toi, Alexandre, je pense. Je pense qu'il faut que tu mettes le micro, Alexandre. Je reprends le micro. Oui, voilà. Pardon. Alors, déjà tout d'abord, merci pour votre écoute. Alors, pour répondre à cette question, là on va commencer à frôler le devoir de conseil. Donc c'est compliqué pour moi, sans avoir une vision du patrimoine, de votre patrimoine et des différents risques sur lesquels vous êtes exposés. Par contre, ce que je vois très clairement dans l'évolution des investissements, en tout cas lorsque nous accompagnons nos clients patrimoniaux, beaucoup de clients ne font pas appel au crédit et souhaitent investir en cash et font 100% cash, très clairement. Mais tout dépend aussi de leur horizon de placement. Si vous êtes sur un horizon de placement sur le très long terme, et si, au regard de l'opération et du projet d'investissement, si les loyers, le rendement qui est envisagé sur le programme viennent largement couvrir le taux d'intérêt, et puis surtout, et je me permets d'insister, et encore une fois, il faut regarder votre patrimoine et l'avis d'imposition. Si vous avez la capacité, et encore la capacité de faire de la déduction fiscale, ou en tout cas de bénéficier de la déduction des charges d'intérêt d'emprunt, ça fait sens évidemment de continuer à aller sur du crédit. La charge d'intérêt pourra venir en déduction, mais encore une fois, il faut regarder les dispositifs sur lesquels vous souhaitez aller, votre surface financière, les risques exposés, et puis l'objectif, l'horizon de placement. Mais quand on dit immobilier, jouer sur l'effet de levier, jouer sur le crédit, même si les taux peuvent paraître élevés,
ça fait vraiment sens, très clairement. Merci. Je coupe le micro. Une question de Michel qui demande s'il est préférable d'acheter en individuel ou en SCI ou SARL. Tu peux réouvrir le micro. Là, pareil, on va rentrer dans le devoir de conseil. Tout dépend de la configuration. Tout dépend aussi du projet d'investissement. Tout dépend aussi des associés qui seraient dans la SCI. Donc, encore une fois, j'ai juste une recommandation à apporter. Et là, véritablement, et merci à nos amis de l'Ancre pour la mise en relation, il faut se rapprocher de votre interlocuteur au sein de la Maison Alliance, que ce soit le conseiller au niveau du réseau Alliance Expertise du Conseil, que ce soit l'agent général, pour définir la meilleure cible, la meilleure solution au regard de votre configuration, au regard de la situation patrimoniale, et puis au regard notamment du projet. Les solutions que vous avez citées, elles peuvent être pertinentes en fonction des cas de figure. Merci. Une question de Joël. Ne trouvez-vous pas aberrant de diminuer l'offre par le biais du DPE, alors que la plupart du temps, l'investissement nécessaire est beaucoup plus élevé que le revenu locatif? Donc, faut-il vendre ou rénover? Faut-il vendre ou rénover? Alors ça, c'est une excellente question. Merci Joël. C'est là aujourd'hui où le propriétaire, et c'est les messages que j'ai tenté de vous faire passer, va être devant un dilemme. Est-ce qu'on est suffisamment attaché à l'actif que nous avons en portefeuille, au bien immobilier que nous avons en portefeuille, pour se lancer dans des travaux de rénovation? Et est-ce que c'est pas plus percutant, finalement, de s'en délester et d'aller plutôt sur une autre solution? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, se lancer dans une rénovation, les travaux sont excessivement élevés. À titre individuel pour vos parties privatives, et quand vous êtes en copropriété, double peine, il faut convaincre la copropriété, ça doit passer en assemblée générale, vous devez voter un plan pluriannuel de travaux pour qu'ensuite l'ensemble de l'immeuble, l'ensemble de la copropriété effectue également les travaux de remise à niveau pour être en cible avec la réglementation énergétique. Donc à la fois au niveau des parties privatives, où là vous pouvez malheureusement vous voir faire grignoter quelques mètres carrés dans l'isolation, et puis des travaux importants, encore faut-il qu'ils soient votés, que tout le monde soit d'accord en copropriété, au niveau de la copropriété et de l'Assemblée générale. Et donc, encore une fois, alors, ça dépend aussi des cas de figure et de vos situations particulières, mais encore une fois, c'est malin de se poser et de se dire, tiens, j'ai un actif immobilier, est-ce que c'est pertinent de le garder en portefeuille avec les contraintes et les exigences à venir, ou est-ce que c'est pas le moment d'arbitrer pour aller à la fois sur un bien neuf qui sera, et vous serez tranquille dans les 10 ans, 15 ans à venir, ou dans un bien rénové, que ce soit du Malraux, du monument historique ou du déficit foncier, ou même de la nue propriété, et également avec les partenaires avec lesquels nous travaillons, lorsqu'ils font du rénové sur de l'ancien, les prix à l'acquisition restent aussi élevés, mais vous avez la tranquillité sur les 10 ans et 15 ans à venir, vous n'aurez pas la toiture, le ravalement, des travaux conséquents demandés par la copropriété, parce que tout ça sera déjà intégré dans votre prix à l'acquisition. Donc, oui, vous pouvez avoir la perception que ça peut être, que les prix sont élevés lorsque vous allez sur ce type de solution d'investissement, mais au final, lorsque vous regardez sur les 10 ans et 15 ans à venir, lorsque vous comparez avec un actif que vous souhaitez garder en portefeuille, et les travaux conséquents à venir, un arbitrage, ou en tout cas une réflexion, doit être opérée pour avoir de la tranquillité et de la sérénité dans soit garder l'actif, soit aller sur une autre solution. Merci. Alors, une question de Christine. Après le DPE-E, est-ce que ce sera le DPE-D qui ne permettra plus de louer? Alors là, je vais être transparent avec vous, Christine.
je ne suis pas dans les petits papiers et dans le secret des dieux de nos amis à Bercy. Mais après, tout est possible. Alors, déjà pour répondre, il y a une espèce de lobbying déjà aujourd'hui par rapport au calendrier que je vous ai présenté. Voilà, il y a quelques forces de rappel, en tout cas certains acteurs dans le marché de l'immobilier qui essayent de décaler ce calendrier parce que vous voyez bien que c'est un calendrier qui est rigoureux, exigeant, et puis surtout, l'ensemble des cœurs de métier pourront pas répondre à l'ensemble des bons de commande. Les carnets commencent déjà à se remplir. Après, dans une volonté du gouvernement, et puis c'est une volonté aussi européenne, hein, et c'est une saine solution, la cause est noble, hein, de travailler la responsabilité, le développement durable, de préserver la planète, et donc c'est vrai que le domaine de la construction, c'est un domaine qui est très énergivore, hein. Et les promoteurs travaillent dessus pour réduire leur empreinte carbone, aller sur du rénové est moins énergivore, mais on n'est pas à l'abri que dans 15 ans, dans 20 ans, dans un excès de zèle, ben effectivement, hein, on cible un bien immobilier, s'il n'est pas A, B ou C, ne puisse faire l'objet d'une interdiction à la location. On n'est pas à l'abri de ça. Mais déjà, et ça sera un très bel effort collectif, si nous arrivons, et en tout cas si ce mouvement collectif, on arrive à ce que 80% de l'ensemble du patrimoine immobilier soit en deçà d'une lettre D dans les prochaines années, ce sera déjà une très belle chose. Mais effectivement, Christine, nous ne sommes pas à l'abri. Après, ce qui pourra être envisagé, encore une fois, je ne veux pas m'avancer, mais c'est peut-être des accompagnements fiscaux. Voilà, le Pinel disparaît fin 2024. Faisons confiance à la créativité de Bercy. Mais à ce stade, rien n'est dans les papiers. Peut-être des accompagnements fiscaux ou de dispositifs pour les investisseurs dans la rénovation, en tout cas pour viser des lettres DPE plus sympathiques. Mais en tout cas, encore une fois, regardez bien, c'est vraiment, si j'avais un autre message à vous faire passer, quelle que soit votre situation, regardez bien le DPE du bien que vous visez, en tout cas que vous avez dans votre patrimoine, pour qu'il préserve sa valeur et pour qu'il préserve une valeur dans le temps. Excessivement important. Merci. Dernière question, peut-être, Christophe Une autre question de Mathieu, et ce sera la dernière, et je vais répondre en direct à celle de Patrice qui demande si on peut avoir les slides. Vous allez avoir un replay de notre visioconférence, donc vous pourrez à loisir réécouter et revoir l'ensemble de la présentation ou ce qui vous a intéressé. Donc pour la question de Mathieu, donc potentiellement avec la chute des matières premières, l'achat dans le neuf sera plus rentable dans quelques années. Alors, les matières premières, en tout cas le coût de la construction, vous avez raison, depuis quelques mois, le coût de la matière première baisse. Mais vous avez deux éléments qui restent excessivement forts, c'est le prix du foncier. La rareté du foncier. Donc lorsque vous êtes promoteur, vous faites de la construction, vous lancez une opération, portez acquéreur d'un foncier, le foncier reste excessivement cher. Ça va continuer à se répercuter dans les prix de la part des promoteurs. Et puis, effectivement, les matières premières peuvent baisser, mais le coût pour le promoteur en construction, pour répondre aux objectifs de réglementation énergétique, bas carbone notamment, reste élevé. Et donc des prix qui resteront structurellement sur des niveaux élevés. Donc peut-être qu'il y aura un correctif, mais mécaniquement, de par le foncier, de par la trajectoire performance énergétique, les prix dans le neuf resteront soutenus. Ce que l'on voit, et certainement que cela va continuer, c'est des promoteurs pour accélérer les ventes, ou en tout cas pour accompagner l'investisseur, ce sont des gestes commerciaux. Encore une fois, des frais de notaire offerts, des packs cuisine offerts, des accompagnements monétaires de réduction en fonction du nombre de chambres ou par pièce achetée. Mais voilà, c'est ponctuel.
c'est isolé. Et encore une fois, c'est selon certains programmes. Tous les programmes ne bénéficient pas de ces douceurs commerciales. Merci beaucoup, Alexandre. Je pense que, Christophe, on peut clôturer la séance de questions-réponses. C'est bon? Oui, tout à fait, Bernard. Je vais dire un mot de conclusion. Bon, à nouveau, merci Alexandre, encore une fois. Merci Jack. Merci à toi, Christophe, également. Merci à vous tous et toutes qui avez écouté notre intervention et la plupart jusqu'au bout. Merci beaucoup. Nous espérons que nous avons ce soir répondu à vos attentes en particulier et aussi avec la réponse aux questions. Je pense que ça a pu compléter. Comme l'a dit Christophe, vous aurez le replay pour à nouveau, si vous le souhaitez, regarder certains moments qui vous ont paru peut-être un peu moins faciles à décoder, vous pouvez le faire. Juste un dernier mot pour terminer. Vous pouvez compter sur la proximité, la compétence et l'engagement de l'association Ancre à vos côtés. Vous pouvez compter sur nous pour protéger vos intérêts collectifs et nous tenons à vous remercier, Jack, moi-même et tous les dirigeants de l'association pour la confiance que vous nous accordez, ainsi qu'à Alliance, bien entendu. Enfin, à nouveau, un grand merci à vous toutes et tous pour avoir participé ce soir à cette visioconférence. Et puis pour terminer, très belle soirée et puis on va vers les fêtes de fin d'année. Alors très belle fête de fin d'année à toutes et à tous. Merci et bonne soirée.